Bonsoir et merci d'être là nombreux pour ce débat tardif même, mais on compte sur votre attention pour les 2 heures qui viennent autour de ce thème individu et société, comment trouver sa place dans la ville d'aujourd'hui. C'est un débat que j'aurai le plaisir d'animer avec un géographe, Michel Lusseau, qui est professeur de géographie dans cette ville de Lyon, que la plupart d'entre vous ont sans doute eu l'occasion d'entendre déjà dans Mode d'emploi. C'est un débat qui se déroulera de la manière suivante. Pendant la première heure, nous allons discuter, je veux dire ceux qui sont là, derrière cette table, et puis je vais vous les présenter, on va vous les présenter tout de suite, et puis après 1 heure de discussion, on fera réagir dans une position de grand témoin le maire de cette ville de Lyon, M. Gérard Collomb, qui va nous écouter encore plus attentivement que vous tous. Et puis ensuite, il restera du temps pour l'échange avec la salle, pour vos questions, pour vos réactions à ce dont nous aurons parlé au préalable. Alors, ce débat est un débat qui fait la part belle, même s'il est animé par un journaliste et par un géographe, aux sociologues, mais pas seulement, et aux sociologues anglo-saxons, puisque à ma droite, à l'extrémité gauche de la table, je vous présente Fran Tonkis, qui est sociologue, qui dirige un programme à la London School of Economics consacré aux villes, et qui nous parlera donc de la question de la ville aujourd'hui, et de la question de la solitude dans la ville. Ce sont des vieilles questions pour les sciences sociales qu'on va aborder ce soir, qui sont nées de façon concomitante avec les sciences sociales. Il y a d'ailleurs des noms qu'on va, j'imagine, entendre. J'en ai repéré quelques-uns dans le texte de Fran Tonkis, aussi bien pour la sociologie européenne très très ancienne, celui de Georg Simmel, mais aussi pour la sociologie américaine, un auteur qui m'est particulièrement cher et qui d'ailleurs a fait sa thèse après avoir été très longtemps journaliste avec Georg Simmel, qui est Robert Ezra Park, fondateur de l'école de sociologie de Chicago, une ville extraordinairement importante pour l'histoire des sciences sociales. Et voilà, donc ce sont des questions très anciennes, mais qui prennent évidemment une résonance toute particulière dans l'époque que nous vivons, aussi bien du fait d'un certain nombre de facteurs économiques, géographiques, que du fait, et je pense qu'il en sera pas mal question ce soir, si j'en juge par les textes qu'on a pu lire, de la montée en puissance d'autres formes de socialité qui ont à voir avec la révolution numérique que nous vivons depuis quelque temps. Donc, Fran Tonkis, sociologue de la London School of Economics, et puis à ma gauche, Eric Kleinenberg, qui est lui aussi sociologue, professeur à NYU, New York University, où lui aussi il dirige un programme, un institut de savoir public, de public knowledge dans cette université, et qui s'intéresse à cette question aussi de la solitude et des villes, et qui va contre un certain nombre d'idées reçues et de faux semblants. On va s'en apercevoir très vite. Je laisse Michel poursuivre cette brève présentation avant que nous rentrions. Voilà, nous voulions également varier le point de vue en invitant quelqu'un qui à la fois mène un travail de réflexion sur ces questions urbaines contemporaines, mais qui est aussi un praticien, puisque c'est Jamel Klouch, donc qui est à l'extrême gauche de cette table, topographiquement, qui dirige l'agence AUC, qui est un des architectes les plus actifs de la nouvelle génération des architectes français, que j'ai rencontré lorsque il avait été sélectionné dans le cadre de la démarche Un Paris pour le Grand Paris. Il faisait partie d'une des 10 équipes qui avaient été sélectionnées. Il pilotait un des 10 projets et j'avais été séduit par la qualité de sa réflexion sur la métropole contemporaine. Il a depuis travaillé à Bordeaux, encore à Paris, mais aussi très récemment à Lyon, puisqu'il est responsable de l'opération Pardieu, et il mène une réflexion de très haut niveau autour de cette question de la requalification de ce hub urbain qu'est la Pardieu, et peut-être aurons-nous l'occasion d'en dire quelques mots. Et Jamel Klouch va nous montrer que l'architecture
elle aussi se pose aujourd'hui les questions de l'individu et du rapport de l'individu à la fois à l'espace et à la société. On va commencer avec vous, Eric Kleinenberg. Je pense que vous voulez nous raconter un petit peu comment s'est déroulée pour vous une recherche récente, puisqu'elle a donné lieu à un livre qui a été publié cette année aux États-Unis, qui s'appelle en anglais Going Solo. Et comme je le disais, qui vous a amené à découvrir des choses un peu contre-intuitives sur la question de la solitude dans les grandes villes contemporaines. Oui, merci. Je vais parler en anglais cette fois, mais premièrement, je voudrais dire merci à mes collègues, mes amis à la Villa JA. C'est extraordinaire cet événement que vous faites ici. J'habite à New York City, Manhattan, et il faut dire que c'est une équipe de la Villa JA qui ils sont venus à New York City, à Manhattan, et pour contribuer quelque chose à notre vie culturelle, intellectuelle. Et il faut être très fort à faire quelque chose comme ça à New York City. Pour moi, c'est très difficile, mais pour vous, non. Vous avez fait la vie plus intéressante dans ma vie, et pour ça, je dis merci. Eh bien, je vais poursuivre en anglais, donc je m'excuse de m'exprimer en anglais. Donc, vous pouvez prendre vos casques si vous avez besoin de la traduction simultanée. Alors, il y a à peu près 7 ans, j'ai commencé à travailler sur un livre que j'écrivais. Donc, je pensais que ce livre allait s'appeler Alone in America. Seul aux États-Unis. Alors, je ne sais pas ce que l'interprète vient de dire, seul aux États-Unis, mais j'espère que le concept vous est familier. Et peut-être que vous avez été un peu triste lorsque vous avez entendu parler de ce concept, un peu de mélancolie aussi, peut-être, lorsque vous avez entendu ce titre, parce que c'est l'idée de départ pour mon livre. Je voulais rédiger un livre sur cette solitude aux États-Unis. Et j'avais remarqué quelque chose lors de mes recherches précédentes. J'avais remarqué, en fait, que des plus grands changements qui avaient eu lieu au cours des 50 ou 60 dernières années dans les pays développés à travers le monde. J'avais remarqué en fait qu'il y avait une recrudescence du nombre de personnes qui vivaient ensemble. Et jusqu'à 1950, jusqu'aux années 50 à peu près, on ne trouvait pas des exemples. On ne trouvait pas une seule société au monde dans l'histoire de l'espèce humaine qui avait pu vivre ensemble, ou qui avait donc beaucoup de personnes qui vivaient seules pendant très longtemps, donc ça n'existait pas simplement jusqu'aux années 50. Et à partir des années 50, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Donc il y avait un pic énorme dans le nombre de personnes qui vivaient ensemble ou commençaient à vivre ensemble. Et c'est quelque chose que j'avais rencontré lorsque j'avais écrit un livre il y a 10 ans sur une canicule qui avait eu lieu à Chicago. Donc je pense que vous connaissez, c'est quelque chose que vous avez vu en France en 2003 où il y avait une canicule et il y avait beaucoup de morts. Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai analysé ce qui s'était passé à Chicago, c'est le fait que tant de personnes qui sont mortes seules dans la solitude, donc seules dans leurs appartements, seules chez eux. Et en fait, pour moi, ces gens-là représentaient l'expression ultime de la solitude ou de la rupture dans la vie collective. Donc il s'agissait de personnes qui avaient été abandonnées ou marginalisées. Et moi, j'étais très émue de découvrir ce fait. Et j'étais aussi très consternée par ce fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur cette solitude. Et l'argument que j'ai avancé dans mon livre sur la canicule, c'est le fait que c'était un désastre qui était pour moi une révélation, une véritable révélation qui m'a permis de mettre en lumière donc cette condition qui existait depuis toujours. Donc j'ai commencé à apprendre, à étudier ce phénomène des gens qui vivaient ensemble. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur cette recherche, je pensais découvrir un monde de personnes isolées, de personnes solitaires, de personnes qui étaient seules et tristes. Et j'avais présumé, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, que ces gens seraient des gens plus âgés, parce que c'était l'idée préconçue qu'on avait. Et je pensais aussi écrire dans cette grande tradition d'auteurs qui écrivaient sur les sciences sociales aux États-Unis, où on se plaint, où on se lamente de l'effondrement de la société civile et de la communauté, où on se plaint de la montée en puissance de cet individualisme excessif ou
ce narcissisme excessif. Vous savez que les livres qui se vendent le mieux dans l'histoire de sociologie américaine, ce sont des livres qui ont des titres tels que La foule solitaire, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu Richard Sennett tout à l'heure qui a parlé de la chute de l'homme public. Et aussi, peut-être que vous avez entendu parler de ce livre célèbre Bowling, faire du bowling tout seul. Donc c'est une idée très triste, faire du bowling, aller au bowling tout seul. Qui fait du bowling de nos jours et qui fait du bowling seul? Encore une question. Alors, j'ai pensé réellement que ce serait mon histoire. Mais vous savez que ce qui est très fascinant lorsque l'on est sociologue et non pas politique ou candidat politique ou critique, c'est que l'on a la chance de pouvoir faire des recherches et apprendre sur le monde avant de s'exprimer, avant d'en parler dans un livre. Et du coup, j'ai lancé mon projet de recherche et ce projet de recherche est devenu un des projets les plus excitants ou un des moments intellectuels les plus importants de ma vie parce que j'ai commencé à apprendre sur qui vit seul et à étudier qui vit seul et pourquoi ces gens-là vivent seuls et pourquoi et comment. Et donc mon livre a changé de titre et donc j'ai adopté le titre Going Solo. Alors je ne sais pas si l'interprète fait bien son travail et j'espère qu'elle fait bien son travail. Going Solo, vous savez que c'est une idée qui est très différente par rapport à seul aux États-Unis. Donc Going Solo, c'est faire le choix d'être seul. Et du coup, qu'est-ce que j'ai appris dans le cadre de cette recherche? J'ai appris deux choses principalement. La première chose que j'ai appris, c'est que cette montée en puissance ou ce nombre grandissant de personnes qui vivaient seules, donc représentait la plus grande évolution sociale au cours des dernières années qu'on n'a pas pu identifier. Donc ça a changé la manière dont on réfléchit par rapport à nos vies, ça a changé la nature de la vie familiale, de la famille à proprement parler. Ça a changé aussi les relations humaines que nous avons parce que même si nous sommes mariés, évidemment, le fait que beaucoup de personnes autour de vous sont seules ou vivent seules, donc nous font réfléchir différemment à ces relations d'homme à femme ou de mari et femme. Et ça a changé les villes aussi, parce que les gens qui vivent seuls vivent différemment dans les villes par rapport aux gens qui vivent de façon collective, en famille, etc. Donc en fait, ça a changé les économies, ça a changé également nos relations par rapport à l'espace et par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres êtres humains. Donc c'est une transformation, un bouleversement même. Et la deuxième chose que j'ai apprise, ou la deuxième conclusion que j'ai tirée lors de ce livre ou de cette recherche, c'est que le fait de vivre ensemble ne signifie pas ce que je pensais que ça allait signifier au départ. Parce qu'en fait, ce grand nombre de personnes qui vivent seules ne sont pas forcément des personnes âgées, ce ne sont pas des personnes solitaires, ce ne sont pas non plus des personnes isolées. Ce sont des personnes, en fait, qui sont plus susceptibles par rapport aux gens qui sont mariés, de passer du temps avec leurs amis, de passer du temps avec leurs voisins. Et aux États-Unis, c'est vrai, en tout cas. Et ce sont des gens qui sont plus susceptibles de sortir le soir, de passer du temps, de passer de l'argent, de dépenser de l'argent dans des bars, dans des cafés, dans des restaurants. Et je ne vais pas forcément gagner un prix Nobel ce soir, parce que je vous dis ça ce soir, mais c'est vrai. Et ce sont des gens qui sont plus susceptibles de travailler dans des associations de société civile par rapport aux gens qui sont mariés. Et ça, c'est contre-intuitif, parce qu'on a toujours cette impression que les personnes qui vivent seules sont égoïstes ou narcissiques. Mais en fait, c'est particulièrement vrai pour les femmes qui vivent seules. Je sais que c'est pas forcément vrai en France, mais je sais qu'aux États-Unis, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de faire beaucoup de travail chez soi, d'être femme au foyer, par exemple, ou de travailler dans leur ménage. Donc, deuxième prix Nobel, peut-être, pour ce soir. Mais cela signifie que les femmes qui sont mariées, qui travaillent dans leur famille, donc, sont embrigadées dans la vie domestique, dans le travail domestique. Donc, les femmes qui vivent seules ont beaucoup plus de temps à consacrer à des associations ou à des ONG, par exemple. Aux États-Unis, la moitié des gens qui vivent seuls est entre 35 et 65 ans, et un tiers des gens qui vivent seuls ont à plus de 65 ans, et le restant, donc à peu près 5 millions de personnes, ce sont des jeunes adultes qui ont moins de 35 ans.
Et ceci représente une évolution énorme parce qu'il y a une soixantaine d'années, par exemple, uniquement 1% des jeunes Américains de moins de 35 ans vivaient seuls ou avaient leur propre appartement. La plupart vivaient avec leur famille jusqu'à ce qu'ils se marient ou vivaient en coloc, par exemple. Et maintenant, ce chiffre s'élève à 11%. Et en fait, il n'y a eu qu'une petite baisse depuis la récession aux États-Unis. Et moi, j'avancerais même que maintenant que les Américains se marient beaucoup plus tard, à un âge beaucoup plus avancé, donc c'est vrai en France aussi, le fait de prendre un appartement seul dans la vie est devenu vraiment l'une des manières les plus importantes pour devenir adulte. En fait, c'est un rite de passage en quelque sorte. C'est comme cela que l'on grandit. On prend un appartement seul, on grandit, on devient adulte. Alors pour vous donner une idée des chiffres, parce que je pense qu'il faut garder ces chiffres à l'esprit lorsque l'on parle de ce phénomène. En 1950, aux États-Unis, à peu près environ 9% de tous les ménages étaient composés d'une personne et à peu près 22% étaient composés, 22% de tous les adultes étaient célibataires. Et aujourd'hui, aux États-Unis, donc 28% de tous les ménages qui existent aux États-Unis sont composés d'une personne et à peu près 50%, donc la moitié de tous les adultes sont des célibataires non mariés. Alors, les 28% des ménages qui sont composés d'une personne au niveau national, donc dans les villes, les chiffres sont beaucoup plus importants. À Manhattan, où j'habite, et à Washington, D.C., par exemple, à peu près un ménage sur deux, dont 50%, donc, sont des ménages composés d'une seule personne. Et dans la plupart des grandes villes américaines, donc, ce chiffre s'élève à entre 33 et 45%. Donc, dans des villes telles que Chicago, Minneapolis, Denver, Atlanta, Seattle, San Francisco, etc. Donc c'est assez typique, c'est un phénomène assez typique des villes. Et à Paris, je pense que vous connaissez les chiffres, donc c'est un ménage sur deux. Je ne connais pas les chiffres pour Lyon, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît les chiffres pour Lyon. Et au fait, les chiffres en France me laissent croire que je me suis trompée encore une fois lorsque j'ai réfléchi à ce livre avant de l'écrire, parce que moi je l'ai appelé, comme vous vous rappelez, donc ce livre Seul aux États-Unis. Et j'avais tort, parce que seul, ce n'est pas du tout le bon terme pour décrire ces personnes qui vivent seules. Ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas solitaires. Mais en fait, ce phénomène ne concerne pas que les États-Unis non plus, parce que le fait de vivre seul est beaucoup plus répandu en Europe par rapport aux États-Unis. C'est très répandu, par exemple, dans les pays nordiques, mais aussi en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et une des choses que j'ai apprises lors de cette recherche, c'est que les gens qui vivent seuls, quand il y a un cumul de facteurs, donc il y a un certain niveau d'affluence, qu'il s'agisse d'une affluence des marchés ou par exemple d'un bon État-providence. Et vous savez qu'en Europe et dans les pays nordiques, nous avons toujours l'État-providence, nous avons les sécurités sociales, nous avons aussi donc aussi les logements subventionnés, vous avez les transports en commun qui nous permettent de vivre sans avoir une dépendance exagérée. Mais il y a une autre histoire, parce qu'il y a un endroit très affluent où les gens ne vivent jamais seuls, c'est en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce qui manque en Arabie Saoudite que nous avons ailleurs dans les pays développés? Donc, l'indépendance pour les femmes, c'est ça qui manque. Et les femmes, lorsqu'elles accèdent, par exemple, au marché du travail salarié, lorsque les femmes accèdent aux libertés individuelles, lorsque les femmes donc accèdent au contrôle de leur propre corps, évidemment, ceci va transformer de façon fondamentale leur expérience de la vie collective, et le taux de mariage va augmenter, le taux de divorce va augmenter dans son sillage également. Et les femmes ne dépendent plus des hommes autant que par le passé. Donc elles ne dépendent plus des hommes pour survivre, pour subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment une transformation dans l'idée de comment on vit. Et aujourd'hui, j'ai appris dans un article qui a été publié dans France Presse qu'il y a une nouvelle loi en Arabie Saoudite qui prévoit que les femmes doivent porter des dispositifs de suivi électronique, donc pour que l'on sache exactement où elles sont lorsqu'elles veulent traverser une frontière, par exemple. Donc il s'agit de bracelets électroniques. Et aussi, l'on voit la montée
monter en puissance de vivre seul face aux télécommunications, parce que lorsque vous avez la télévision, lorsque vous avez des téléphones, aussi des téléphones portables, Internet aussi, on peut se connecter au reste du monde, mais si on rajoute au téléphone et la télévision, donc Internet, email, Skype, Facebook, tous ces nouveaux moyens de communication, tous ces systèmes de messagerie instantanée, donc il est possible de rester seul et de vivre seul, mais en même temps d'interagir avec d'autres dans une expérience sociale, par exemple. Et aux États-Unis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'angoisse par rapport à cette idée selon laquelle nous passons beaucoup de temps à jouer avec nos ordinateurs et du coup, on n'interagit pas avec les autres personnes. Mais je suis sûre que vous savez que c'est une idée qui est préconçue. Donc, on se couche le soir et ensuite, on prend son petit iPhone sous son oreiller et on lui fait un câlin. Et parfois, on oublie qu'on a un mari, une femme, parce que nous avons notre iPhone, nous sommes dans notre zone de confort. Mais je peux vous dire que la recherche a démontré que les gens qui sont les plus utilisateurs de ces médias sociaux, donc ceux qui utilisent aussi les téléphones portables, ce sont ces gens-là qui aussi passent beaucoup de temps sur FaceTime, qui passent le plus de temps sur FaceTime. Et quand je parle de FaceTime, je ne parle pas de l'application, je parle de communication face à face, donc communication présentielle. Donc ce sont des gens qui ont la volonté de sortir chez eux pour interagir avec le reste du monde. Et aussi pour conclure, donc pour comprendre l'évolution du nombre de personnes qui vivent seules. Il faut comprendre l'évolution des villes parce qu'il y a une soixantaine d'années, lorsqu'on vivait seul, donc c'était dans des zones rurales, c'était vraiment une question de solitude, une cinquantaine d'années. Donc c'était comme le cowboy solitaire. Donc vous savez l'histoire du film aux États-Unis. Mais maintenant, le fait de vivre seul fait partie de cette expérience urbaine. Et si je vous disais que la moitié des ménages à Paris, ce sont des ménages composés d'une seule personne, moi, je parierais que vous pouvez nommer les quartiers où ces chiffres atteignent 60 ou 70% de tous les ménages. Et je parie que ces quartiers sont également les quartiers qui sont les plus ludiques, qui sont les plus à la mode, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui sortent, il y a beaucoup de personnes dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent, parce que les gens qui vivent seuls, évidemment, sont plus volontaires, veulent sortir de chez eux, veulent engager la conversation, veulent interagir avec les autres, et veulent apporter ou veulent réinsuffler une nouvelle vie dans ces centres-villes. Donc, pour conclure, je voulais vous dire que moi, je suis sociologue et je ne suis pas moraliste, je ne suis pas prêtre non plus, et je ne suis pas ici ce soir pour vous dire que lorsque vous rentrez chez vous, il faut dire à votre épouse, bon, vous savez, chérie, j'ai entendu un orateur très intéressant ce soir, mais peut-être que l'on pourrait changer quelque chose. Donc, je ne suis pas ici pour vous donner des conseils ou pour promouvoir une façon de vivre. Je suis ici ce soir pour nous permettre d'identifier un changement, une évolution dans notre société, pour essayer de comprendre cette évolution. Parce que, à vrai dire, peu importe qui vous êtes et comment vous vivez, que vous êtes seul, célibataire, marié, en ce moment même, personne ne sait comment on vivra dans 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 25 ans. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est une grande évolution dans le monde d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va en advenir. Et c'est pour cela qu'il faut en parler. Il faut mieux comprendre ce phénomène. Merci beaucoup. Merci Eric Kleinenberg pour cette première contribution à notre débat et pour avoir dissipé un certain nombre d'idées reçues sur cette solitude dans les grandes villes. Je pense qu'on va continuer un petit peu dans ce sens-là, et en particulier en se débarrassant de jugements de valeur un peu hâtifs sur la solitude, pour montrer à quel point il s'agit d'une chose ambivalente qui ne se conçoit que, au fond, dans une forme de sociabilité. Je crois que c'est dans ce sens-là que veut aller Fran Tonkis avec son intervention ce soir. Merci, Sylvain. Je vais parler en anglais aussi, excusez-moi. Alors, Eric a terminé en fin de compte en disant qu'il n'était pas moraliste, qu'il n'était pas là pour être moralisateur, mais je suis ravie de la version optimiste qu'il nous a donnée sur ce que c'est que de vivre seul dans des villes aux États-Unis. Pas uniquement parce qu'il parle de ma propre vie. Par exemple, lorsque vous avez passé en revue les côtés démographiques de ce que c'est que de vivre seul, je me suis reconnue, je me suis dit que moi aussi, je suis un fait sociologique. Mais aussi parce que je pense que ce que vous avez évoqué
cela évoque avec beaucoup de puissance certaines des anxiétés que nous avons dans la vie sociale et surtout dans les centres-villes. Mais Sylvain a également raison lorsqu'il dit que même si moi je ne suis pas pessimiste quant au scénario que Eric a décrit, comment pourrais-je l'être, je suis néanmoins ambivalent, vraiment ambivalent par rapport à la place du fait d'être seul dans la ville contemporaine comparée à la ville ancienne, la ville du passé. Comme je l'ai noté dans le texte que beaucoup d'entre vous auraient lu, il me semble qu'il y a une certaine tension dans la vie contemporaine, dans la vie urbaine, entre ce que l'on pourrait appeler cette vie privée essentielle que les gens plébiscitent, que les gens réclament dans les villes, et aussi ce manque de vie privée qui, d'une certaine manière, est ingénéré, qui est préparé par ces marketeurs, ces gens qui veulent nous vendre des choses à travers différentes formes de systèmes du RFID, par exemple, ces systèmes, ces dispositifs de traçabilité. J'ai entendu parler récemment, par exemple, de pubs qui existeront dans la rue et qui vont changer en fonction de vos besoins, vos centres d'intérêt, et basés aussi sur les différentes recherches qui ont été effectuées sur les achats en ligne. Comme ça, toute la ville deviendra pour vous une galerie personnelle qui va s'adapter en fonction de vos préférences. Ça, c'est quelque chose qui peut vous paraître inquiétant, qui peut vous faire très peur, mais cela, quelque part, paraît peu important si on regardait d'autres aspects liés à la surveillance électronique et à la perte de vie privée que l'on peut subir à cause des services de l'État, des agences de polissage, etc. Et je sais que ça, c'est un autre thème qui sera considéré dans les jours qui viennent. Alors, à côté de ces approches plus coercives, ces modes plus consuméristes quant à la visibilité et à la perte de la vie privée et quant à une mise en exergue des connaissances qu'on détient en société des vies privées des uns et des autres, il y a cette explosion des réseaux. Tout d'un coup, on est tous prêts à s'exposer vis-à-vis des personnes que l'on connaît, mais pas seulement vis-à-vis des personnes que l'on connaît, mais vis-à-vis des inconnus. Donc il y a différents niveaux de vie privée, mais il y a aussi différentes menaces qui existent. Au fur et à mesure que ces différentes menaces sont médiées, sont mises en exergue dans les médias électroniques. Eric a parlé des plaisirs de la sociologie, c'est-à-dire qu'on peut sortir dans la rue, on peut discuter avec les gens. C'est un petit peu comme la vie urbaine. Mais il y a un autre plaisir également dans la sociologie, c'est ce plaisir que de pouvoir lire les anciens livres et d'y prendre du plaisir. Et il a été noté que mon texte est vraiment rempli de citations d'anciens philosophes et de penseurs, certains que je mentionne et certains que j'aborde implicitement dans mon texte. Et j'essaie à travers ce que j'écris de faire sens avec des conditions, des problèmes contemporains, et je trouve que cela m'aide énormément personnellement si je lis des travaux qui ont été écrits par le passé, des travaux dans lesquels je peux puiser une certaine force, une approche optimiste par rapport à ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui dans notre monde contemporain. Alors, en particulier, je voudrais citer un penseur que je mentionne dans mon texte. À chaque fois que je lis les œuvres, par exemple, de Gail Simon en début du XXe siècle, c'était le penseur allemand. Je suis toujours frappée. Je vois à quel point sa vision de Berlin lors de la première décennie du XXe siècle a été semblable à ce que c'est que de vivre dans une ville comme Londres au début du XXIe siècle. C'est-à-dire cette injonction vis-à-vis de tout ce qui est illimité, ce besoin de fermer et de défendre sa vie privée, sa propriété privée, psychologique, comme il le décrit, malgré la foule dense qui existe dans la ville moderne. Mais en parlant de cette réaction par rapport à la vie dans la ville moderne, Simmel fait un commentaire qui est beaucoup plus large et holistique. J'ai cité l'une des lignes que j'adore à travers ses écrits et cela a été traduit au moins en anglais. Et traduit en anglais, cela dit que ce n'est absolument pas nécessaire que la liberté de l'homme soit reflétée dans sa vie émotionnelle comme étant quelque chose de confortable. Et bien sûr, Eric donne un récit très optimiste de ce que c'est
que d'être seul dans la ville. Non seulement les soirées que l'on passe dans des bars, ces soirées peuvent être très conviviales. De la même manière, on peut passer des moments très agréables, mais surtout grâce au fait qu'on vit en autosuffisance et en solitude. C'est une indication vis-à-vis du fait qu'on peut être libre. Il y a énormément de personnes, des hommes et des femmes en particulier, comme le dit Eric, qui visent la liberté. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est vécu comme allant de pair aussi avec le confort. À travers ce commentaire, Simel essaie également de travailler sur des tensions bien plus profondes, sur le sujet de l'individualité et la vie collective, qui met en exergue, d'après lui, au moins dans la ville, un problème plus général de modernité. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur bon nombre des thèmes qui sont mis sur la table par les philosophes du XVIIIe et XIXe siècle, les philosophes français, qui essaient de comprendre la place de l'individu dans un monde collectif et pas seulement dans une ville. Et en même temps, ce qui est important, c'est d'analyser ce que devient le collectif dans un monde qui est plus urbanisé. Et Eric, vous avez dit que vous êtes quelqu'un qui sortait d'une tradition de sciences sociales américaines. Mais Eric, lorsque je lis vos travaux, je ne peux m'empêcher de penser au sociologue français, le tout premier, Durkheim, parce que, comme le disait Durkheim, il disait que le suicide, c'était vraiment l'acte le plus privé qui puisse avoir lieu, qui ne pouvait être compris que dans son contexte sociologique à la fin du XIXe siècle. Donc mourir seul, qui peut être vu lors d'une période de canicule, par exemple, comme étant quelque part une tragédie personnelle, mais il s'agit en même temps de problèmes climatiques. Et Eric, vous parlez de cela dans vos travaux et vous dites que ceci est aussi causé par les relations et par les structures sociales que nous avons créées et par les inégalités. Et donc ces angoisses, ces inquiétudes et ces préoccupations philosophiques quant à la manière dont un individu doit vivre dans un monde, dans une situation collective plus isolée et comment survivre au fur et à mesure que la société est devenue de plus en plus individualisée. Je pense que c'est quelque chose qui est surtout vrai aujourd'hui pendant le XXIe siècle, beaucoup plus vrai que ça ne l'était dans le XIXe ou le XXe siècle. Je voudrais également faire suite à un commentaire que Sylvain a fait par rapport à un sociologiste, Robert Park, qui a été l'un des fondateurs de l'école de Chicago, pour les sociologues en tout cas, et pour la sociologie. Et je voudrais faire référence à son observation. Il a dit que ses collègues, tout au début du XXe siècle, avaient une certaine façon d'observer le monde. Et à l'époque, il disait qu'il y avait un processus social très détonnant, le plus détonnant qu'ils aient pu observer. Et le monde qu'ils voyaient à l'époque, qui était en train de s'urbaniser, c'était un monde nord-américain et peut-être également, c'était d'une certaine manière un monde européen. Mais il y a des échos quant à leurs observations. Leurs observations sont reflétées aujourd'hui dans les statistiques que nous avons où nous disons que nous vivons majoritairement dans un monde urbain. Et bien sûr, moi je propose que c'est tout à fait bénéfique que de voir à quel point ce monde urbain avait du sens au XXe siècle. Et c'est cela qui devrait nous permettre de mieux comprendre notre monde plus général, plus urbain, même aujourd'hui. Un autre point vis-à-vis duquel je voudrais faire suite, et je pense que ceci pourrait créer un lien également aux commentaires que Jamel va formuler suite à mon intervention, quelque chose qui diffère dans notre situation ou notre condition contemporaine au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que décrivaient les penseurs précédents, et bien sûr le rôle qui est joué par les médias électroniques dans nos vies. Alors, lorsque Georges Simel a parlé de ce besoin que nous avons que de protéger notre propriété privée psychologique au sein de la ville, et lorsqu'il a parlé de cette attitude blasée qui a été développée par la personne qui vit dans le monde urbain, ce besoin de pouvoir se protéger par rapport à la vie urbaine, il a parlé d'un monde qui était radicalement bien moins médiatisé que notre monde. Mais déjà à l'époque, il disait que les villes produisent tellement de sources de stimulation mentale qu'il est impossible de tout absorber. Il est absolument impossible de regarder, d'observer, de comprendre chaque personne, chaque panneau, chaque information, chaque chose qui apparaît devant nous au quotidien dans la rue. Et ainsi, nous devons trouver des moyens psychologiques pour s'en sortir avec ceci. Et nous le faisons en fermant, en montant les frontières
en quelque sorte. Simmel écrivait à une époque où personne n'avait d'écouteurs personnels, de stéréo personnel, pas de téléphone portable. Il écrivait à une époque où personne ne pouvait facilement utiliser des ressources technologiques pour fermer l'autre, les autres dans la ville, pour enfermer à l'extérieur toutes ces sources de stimulation visuelle et tous ces bruits qui existent dans la ville. Et donc ceci, pour moi, constitue une véritable question, une question de fond. Le rôle qui est joué par les moyens électroniques, la médiation électronique, cette médiation qui est mise en place par les outils électroniques, soit nous relions les uns aux autres, ce qui bien sûr est la façon la plus évidente que nous avons analysé ces moyens, mais il s'agit également d'aliénation ou de moyens qui nous isolent des autres. Peut-être qu'il est possible de créer des liens, des connexions avec des personnes qui partagent avec nous nos connexions Internet, mais peut-être qu'il est aussi plus possible de couper, de cesser, de bloquer à l'extérieur des connexions plus simples avec les personnes qui partagent notre vie, notre environnement au quotidien. Ou tous ces étrangers qui restent à vos côtés dans le train ou dans le tram lorsque vous rentrez chez vous. Donc pour Simmel, notre réaction quant à ces sources de stimulation a été de dire qu'on essaie de les enfermer dehors, de les éloigner. Mais ces systèmes qui nous stimulent, ces systèmes électroniques, sont désormais des moyens que nous utilisons pour fermer les autres dehors, pour empêcher les autres de pouvoir nous communiquer avec nous lorsqu'on ne veut pas. De la même manière qu'on les utilise pour mieux communiquer avec les gens au fil du temps et au loin. Dans la conclusion de mon texte, je parle d'un contre-courant, peut-être, dans bon nombre de villes contemporaines. C'est quelque chose qui est vrai dans bon nombre de villes européennes, en France, également au Royaume-Uni et ailleurs. Et c'est ce retour vers le face-à-face, vers de plus en plus de formes locales d'organisation et ces formes locales d'interconnexion qui, d'accord, sont parfois médiées ou mises en place ou mobilisées ou qui comptent de façon très différente, qui comptent sur les moyens de communication électronique, mais en même temps, ce sont des moyens qui dépendent surtout du pouvoir, de la possibilité qu'ont les gens d'être sur place ou d'être à un endroit donné à un moment donné. Et encore une fois, bien sûr, ici, j'utilise la théorie française, les œuvres de Michel Dussoto, par exemple, que beaucoup d'entre vous connaissez certainement, dans la pratique de la vie au quotidien. Et Michel Dussoto parle des façons très, très simples que de raconter des histoires dans l'espace, dans le monde. Les pratiques au quotidien de marcher, de vivre, de grandir, d'évoluer, de glaner, de manger, de partager et de cuisiner. À travers ces politiques locales, ces politiques de connexion, de liens et d'organisation, peut-être que nous pourrions trouver un modèle alternatif à ces modes plus distants et silotés que nous connaissons aujourd'hui. Ce ne sera jamais plus que des pratiques mineures et ce genre de pratiques n'existe pas à un niveau de visibilité que certaines de ces connexions plus virtuelles ont la capacité à mettre en exergue, mais néanmoins cela permet aux personnes de trouver leur place dans la ville. Ça permet aux personnes de mettre en place des connexions, des liens collectifs et cela veut dire que les personnes qui vivent dans les villes sont en mesure de sentir qu'ils ont un certain pouvoir dans la ville, un pouvoir de choisir, de définir leurs besoins. Beaucoup des besoins modernes existent parce qu'à l'origine, on disait qu'il ne fallait pas se sentir seul, il ne fallait pas se trouver seul dans la ville. Et je voudrais clôturer en posant une question. Ne doit-on pas considérer que le moderne, le virtuel et le post-urbain, est-ce vraiment un endroit où on se sent seul ou au contraire, est-ce un endroit où il y a surtout des connexions? Merci. Cette mention du travail de Michel Dussoto sur l'activité ordinaire de la vie urbaine, hein, sur l'existence au quotidien, est sans doute une bonne transition pour nous tourner vers Jamel Klouch, puisque le rôle de l'architecte et de l'urbaniste est aussi de construire, d'organiser les formes urbaines qui autorisent, qui disposent cette vie au quotidien. Et dans votre travail, qui est toujours un travail très critique de l'urbanisme moderne classique, de ses méthodes, de ses concepts, de ses manières de considérer les problèmes, vous abordez frontalement la question de l'individu
et des aspirations des individus urbains contemporains, et vous essayez de faire en sorte que l'architecture puisse répondre à cette question. Et dans votre texte, il y a une phrase qui est tout à fait significative de votre démarche et sur laquelle je voudrais vous faire réagir. Vous posez la question: comment faire du commun avec des différences et sans neutraliser ni effacer ces différences? Et on pourrait avoir l'impression que c'est un peu le fil directeur de tout votre travail. Jamel Klouch. Merci. Déjà, d'une part, moi je suis architecte. On a entendu deux très beaux textes venant de sociologues, hein, donc qui sont rentrés plutôt par la question sociale des individus ou de la société. Donc moi je suis architecte, je suis un homme du projet. Donc j'ai essayé de poser cette même question, mais plutôt à partir de l'espace, à partir du projet, à partir de l'espace. Et du coup, probablement, pour ceux qui étaient là à la présentation d'avant, ou à la discussion que Michel Lusseau, tu as eu avec Richard Sennett, peut-être faire le lien entre ces deux événements où on parlait plutôt de ville et de métropole. Moi, quand j'ai écrit ce texte, je reviendrai sur cette question du commun. J'essaie de poser 3 hypothèses. Donc, ce pas des hypothèses posées comme un chercheur. Donc, elles se fondent sur une pratique. Elles ne se fondent pas sur une recherche scientifique de laboratoire. Et je vais un peu les citer comme ça très rapidement, et puis j'essaierai de répondre à la question. La première, c'est que aujourd'hui, dans la lecture des villes et des métropoles dans lesquelles nous vivons, il faudrait passer d'une lecture qui est construite autour des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou presque jusqu'à aujourd'hui, la lecture que l'on se fait collectivement des villes ou des grandes métropoles se construit autour de la question des réseaux, des infrastructures, des autoroutes, des hubs, etc. Et lorsque nous avons travaillé sur le Grand Paris, on a introduit cette notion de climat. Alors cette notion de climat, pas nécessairement au sens scientifique ou météorologique du terme, mais un sens un peu plus ouvert en disant que la notion de climat serait, selon nous, cette condition qui articule et qui mêle des questions techniques, des questions sociétales et surtout des questions culturelles. Et qu'aujourd'hui, peut-être que la ville, que les individus dont on parle, seuls ou pas seuls, aujourd'hui, ils s'approprient des climats. Et ce qui les intéresse, c'est plutôt des climats plus qu'être sur un réseau, être dans un tuyau et puis en train de circuler dans des tuyaux. Je pense qu'aujourd'hui, la société, elle est intéressée plutôt par cette notion de climat. Et cette notion de climat, en fait, pour nous, elle vient un peu d'un texte. J'essaie de juste citer Dostoïevski, qui, dans un très beau texte qui vient de Notes d'hiver sur Impressions d'été, déjà le titre de son texte est assez beau, qui quand il parlait, en parlant de Crystal Palace, il avait fait ce voyage, il allait visiter Crystal Palace, et puis il avait, d'une certaine façon, vu dans cet événement un peu mondial, un peu fort, il y voyait déjà l'apogée de la mondialisation et de la globalisation du monde occidental. Et puis là, je vais dire juste quelques lignes de Dostoïevski, qui dit « La City, avec ses millions et son commerce universel, le palais de cristal, l'exposition universelle, oui, l'exposition est sidérante. Vous ressentez cette force terrifiante qui a réuni ici, en un troupeau unique, toute cette infinité de gens venus du monde entier. Vous ressentez cette pensée titanesque. Vous ressentez que là, quelque chose est atteint, qu'il y a une victoire, un triomphe. Tout cela est si solennel, si victorieux, si orgueilleux, que ça commence à vous oppresser le souffle. Vous regardez ces centaines de milliers, ces millions de personnes dans les grands flots, s'écoulant ici, soumis du monde entier, des gens venus tous avec une seule pensée, et qui se pressent sans bruit, obstinément et sans rien dire, dans ce palais colossal. Et vous sentez que c'est là que quelque chose s'est définitivement accompli, oui, accompli, terminé. J'aime bien ce texte parce que, on vient d'introduire Zimmel qui parlait de la grande ville, qui parlait de Berlin, mais ce texte de Dostoïevski qui est écrit un peu plus tôt, il parle de ce Crystal Palace, et d'une certaine façon, il introduit déjà la masse. Donc la masse, qui dit la masse, c'est aussi beaucoup d'individus seuls qui sont dans une masse, et qui finalement, voilà. Donc il y a un lien avec tout ce qu'on a entendu par avance, mais aussi Crystal Palace, c'est aussi déjà un climat, c'est déjà la construction d'une architecture
climatique, c'est une serre. On connaît tous les textes de Sloterdijk sur les serres, qui sont ces machines à habiter, ces machines à acclimater des territoires. Et puis après, ce texte de Dostoïevski, il y a Walter Benjamin qui a écrit ce texte sur Paris, capitale du 19e siècle, où les passages couverts étaient déjà les débuts de la flânerie. Donc c'est encore une fois la construction et Haussmann. Ensuite, il y a, j'ai cité quelques textes comme ça, Orem Koolhaas, qui est un architecte qui écrit ce manifeste rétroactif de Manhattan, où il parle du manhattanisme, qui est aussi un climat propre de la société libérale, d'une certaine façon, ou alors l'autoroute et le supermarché qui dessinent, d'une certaine façon, la ville ou l'urbanisation totale dont on a parlé tout à l'heure, et cette ville qui s'est étendue. Donc ma première hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville dont nous parlons, dans cette ville, moi je suis un architecte, mais qui, je pense, qui s'intéresse beaucoup aux gens. Je m'intéresse beaucoup d'abord à l'espace, évidemment, mais cet espace, je ne le conçois qu'avec des gens qui le pratiquent, donc je suis très sensible tout à l'heure, on avait Sénet, donc la ville à vue d'œil des tyrannies de l'intimité, c'était mes lectures d'étudiants qui m'ont, je pense, fabriqué, façonné. Le texte de Simmel sur la Großstadt, pareil, c'était quelque chose qui m'a fasciné. Donc la question que l'on se pose, que je me pose, que l'on se pose, en tout cas dans le bureau, c'est comment définir ou identifier ou faire émerger le ou les climats de la métropole contemporaine. Et je pense que là, pour nous, architectes, c'est un changement radical de vision, de lecture de la ville, parce que je pense que les architectes, c'est pas leur façon de regarder la ville. Ils regardent soit les formes urbaines, soit l'espace public, soit les rues, soit les infrastructures. Mais là, l'idée de parler de climat, c'est finalement de construire une lecture transversale qui arrive à parler de culture, de société, mais aussi de technique, parce qu'à un moment donné, la ville, c'est aussi un objet technique. Donc ça, c'est un peu une première hypothèse, donc elle est comme ça, ouverte. Je vais plutôt faire reprendre un peu ce que disait Richard Sennett à la fin. Il disait arrêtons de prendre des décisions ou de poser des statements forts, plutôt ouvrons des relations ou faisons des ouvertures sur des questions. La deuxième thématique qui nous intéresse beaucoup, qui me semble aussi est proche des questions qui ont été posées durant cet après-midi ou cette soirée, c'est le thème qu'on a, c'est une expression qu'on n'a pas inventée, mais qu'on a utilisée lors de notre travail sur Bordeaux. On a fait un travail sur la métropole millionnaire et on a parlé de métropole habitante. Alors en anglais, peut-être c'est difficile à traduire, mais la métropole, d'une certaine manière, essayer de parler de la grande ville ou de la métropole à travers son habitabilité. Je sais que beaucoup de gens, tout à l'heure on a parlé de Mexico, on a parlé de Sao Paulo, on a parlé plutôt de ces villes qui sont devenues peut-être inhabitables, peut-être. Moi je ne suis pas sûr, parce que moi j'aime bien ces villes, mais beaucoup de gens disent qu'elles sont devenues inhabitables. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre métier, à nous, architectes, urbanistes, c'est d'essayer de faire de l'urbanisme en essayant de comprendre l'habitabilité de la ville. Et quand on dit habitabilité, ça veut dire que l'enjeu prioritaire, c'est les gens qui habitent. Donc c'est les individus ou cette société qui va habiter cette ville. Et quand je dis ça, on est très souvent un peu contre tous les systèmes de planification, et encore plus en France qu'ailleurs, parce que le système de planification à la française, il est plutôt, on fait des grands schémas. Ce grand schéma, on descend à une échelle intermédiaire, qui ensuite, cette échelle intermédiaire, descend à l'échelle locale. Et on pense, en tout cas, que cette vision de la planification, elle est obsolète et probablement elle construit des visions statiques de la ville. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait aussi de gouvernance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus les gouverner parce qu'on est toujours en train de changer les plans parce qu'ils sont, dès qu'on les fait, ils deviennent obsolètes. Dès qu'on travaille sur des grands plans pour des grandes villes ou des grandes métropoles. Et il faut essayer d'inventer ou d'imaginer, par rapport à cette hypothèse de construire cette métropole habitante, des façons de décrire le global, mais à partir de choses beaucoup plus petites. Et je pense que ça a été aussi introduit, c'est que les modes de vie, ils évoluent très vite.
tout ce qui est numérique, immatériel, Internet, les réseaux sociaux, etc. Toutes ces choses qui prennent de plus en plus de place dans notre vie déconstruisent cette vision un peu top-down, si je puis dire, de la planification. Et probablement nous oblige à plutôt essayer de penser la métropole à partir des plus petites situations. De penser à la métropole un peu à l'image de Certeau. Moi, j'ai beaucoup cité de Certeau dans les textes, dans beaucoup de textes, parce que je pense que c'est le plus beau texte qui critique l'urbanisme, en réalité, parce que quand il dit qu'il critique l'urbanisme, parce qu'il parle que des petites choses, des micro-inventions qui se passent dans la ville, et en quelque sorte, il y a une très belle critique de notre métier. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt essayer de construire cette métropole habitante à partir des situations habitantes, à partir de choses extrêmement petites, fugaces, et que c'est plutôt la somme de ces situations ou la somme de ces microclimats qui peuvent peut-être construire ou dessiner une globalité. Donc ça, c'était un peu la deuxième question, hypothèse, c'est dire que pour être en prise avec les questions sociales, sociétales, nous, architectes, urbanistes, devons nous poser la question du plan. Comment refaire le plan, en quelque sorte, et comment sortir du plan tel qu'on le connaît beaucoup dans nos pays occidentaux et encore plus peut-être en France. Et la troisième thématique que j'ai appelée du public au commun, donc ça c'est aussi une question qui nous intéresse beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, tous les espaces publics contemporains aujourd'hui sont très ambigus sur la notion de public et de privé. On vit, je ne sais pas, en sortant d'ici, on peut traverser le centre commercial récemment construit. Est-ce que c'est un espace public? Est-ce que c'est un espace privé? C'est un espace en tout cas ouvert au public. Il est probablement juridiquement privé. Je pense que la question du public et du privé, pour moi, elle est devenue aussi, dans nos métiers, un peu bloquante parce qu'en réalité ça devient une sorte de deal. C'est-à-dire que là les collectifs, le public administre l'espace, notamment l'espace public, les rues, les places, etc. Et puis l'expression des intérêts publics, c'est des lobbies, de plus en plus des lobbies. Alors on le voit encore plus en ce moment, même politiquement, les lobbies sont très très présents et maintenant ils s'organisent sur des réseaux sociaux, etc. Et en général, cette négociation, elle se traduit plutôt par un nivellement par la moyenne. C'est-à-dire que tout d'un coup, personne n'y trouve son compte dans ce public-privé et on nivelle par la moyenne. Et je pense qu'on est un peu perdant. Donc je fais l'hypothèse de sortir un peu de cette notion de cette dialectique public-privé pour aller vers une dialectique plus ambiguë, plus floue sûrement, qui s'appelle le commun, mais qui, pour un sociologue, peut-être elle est plus claire. Mais pour un architecte qui traite de l'espace, elle est plus floue, parce que le commun, je ne sais pas le délimiter dans un plan. Il n'est pas délimitable, c'est plutôt quelque chose qui se partage. Et cette notion de commun, c'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, quand on est dans une ville, n'importe où, quand on est quelque part, ce qui nous est commun à tous, ce n'est pas que des choses publiques, c'est des choses publiques, c'est des petites choses très privées, c'est des sensations, c'est des micro-événements, etc. Donc ce commun, c'est un peu ce qui pourrait fonder une communauté, c'est un peu ce qui permettrait de rendre tous ces individus vivant seuls à construire une climatologie intéressante pour eux. Donc vous avez fait la démonstration que la ville contemporaine était une climatologie intéressante pour les gens seuls. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais moi, ça me paraît... en même temps, ça me semble assez clair, parce que la ville, si on considère que la ville ou la grande ville, c'est une somme de climats, évidemment que tout le monde y trouve son compte. Si on considère que c'est une machine, l'homme seul n'y trouvera pas son compte. Mais c'est une somme de climats. Et donc ce commun, il faut le construire, mais il faut le construire avec toutes les différences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens seuls ou les gens pas seuls qui fondent la communauté de destin d'un territoire sont tous différents. Et je fais le lien aussi avec le deuxième point du plan, c'est-à-dire que le plan a toujours tendance à lisser, à rendre les choses homogènes.
Et cette notion de commun, c'est de dire comment on dessine un commun qui respecte les différences, qui ne neutralise pas les différences, qui au contraire exacerbe ces différences et que ça devienne, qui viennent augmenter les différences entre les gens, dans la société. Et on parlait avec Gérard Collomb en rentrant, et par exemple, dans ce travail sur le logement, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'architectes disent qu'un beau logement est un logement grand, spacieux, éclairé, lumineux. Moi, je pense qu'un beau logement, c'est un logement qui est aussi branché un peu sur les aménités publiques, donc branché sur un commun qui a des externalités branchées sur la métropole et sur le réseau des aménités publiques de la métropole ou de la grande ville, et que le logement devienne une sorte de point d'entrée, un peu de point d'entrée primordial dans la ville. Donc voilà, donc le troisième hypothèse, c'est comment on fait du commun sans neutraliser les différences. Et nous, notre hypothèse, c'est la façon dont on travaille, c'est de dire il faut quitter l'échelle intermédiaire, quand on fait de l'architecture ou de l'urbanisme, quitter l'échelle intermédiaire, travailler que l'échelle de la situation, donc extrêmement précise, extrêmement délicate, où on regarde des choses extrêmement précisément, et plutôt une échelle stratégique, et que c'est peut-être dans le feedback entre ces deux échelles que l'on peut construire cette ville contemporaine qui est hospitalière pour tous. Merci. Merci Jamel Klouch pour cette dernière intervention. J'ai envie, pour vous redonner la parole brièvement aux uns aux autres avant d'ouvrir le débat, de réagir sur ce mot de commun et peut-être du coup de souligner une tension entre un univers anglo-saxon et un univers plus français de ce point de vue-là. Ce qui m'a frappé en vous entendant utiliser ce mot de commun, c'est évidemment cette tradition anglo-saxonne du common, donc ça peut être cet espace engazonné vert au milieu d'un village en Angleterre, mais aussi dans une grande ville comme Londres, Clapham Common. Il y a ces espaces que nous ne connaissons pas en France, mais c'est aussi l'idée d'une structuration juridique de ça par un droit qu'on appelle common law, alors qu'en France on est dans la tradition du droit public. Et je pense qu'on a vraiment la différence entre les deux. Et du coup, je voulais creuser une idée émise par Eric Kleinenberg sur la question au fond, d'une des surprises de son enquête dans Going Solo, qui est de découvrir qu'il avait faux aussi sur In America, c'est-à-dire sur le fait que l'Amérique serait un endroit où les gens seraient plus solitaires qu'ailleurs. Est-ce que précisément le fait que l'Amérique soit moins avancée dans ce mouvement de la communauté vers la société, pour faire référence à un autre sociologue allemand un peu contemporain de Simmel, qui est Ferdinand Tönnies, est-ce que ça n'a pas à voir avec cette tradition anglo-saxonne? Vous parliez tout à l'heure de l'Arabie saoudite, où on a des dispositifs ou des sociétés qu'on aurait envie d'appeler communautés, où il est impossible d'être seul. En vous entendant, moi je pensais à cet improbable village du Dutch County en Pennsylvanie qui a un nom improbable, qui est Intercourse, où les Amish vivent de telle manière qu'ils ne sont jamais seuls, mais même pas 3 minutes. C'est-à-dire que quand ils vont faire des courses, ils sont toujours accompagnés de quelqu'un. Donc dans un fonctionnement communautaire absolu, radical, qui n'est pas sans écho avec ce que vous avez observé à propos de l'Arabie saoudite. Donc je me demande si au fond cette dimension communautaire, plus que société, en quelque sorte, n'est pas encore plus présente en Amérique, du fait du mode de population de ce territoire, que dans nos vieux pays européens. Juste peut-être pour ajouter une deuxième remarque questionnante, ce qui est frappant dans les trois interventions, comme d'ailleurs dans l'intervention de Richard Sennett tout à l'heure, c'est aussi un tropisme particulier des chercheurs ou des praticiens pour l'analyse des situations de micro-échelle, de vie quotidienne, de pratiques élémentaires, une sorte de retour à une factualité élémentaire après une période où parfois les sciences sociales ont privilégié les grandes interprétations globalisantes. Là, on a l'impression que ces pratiques intellectuelles se fondent sur l'idée qu'il faut aller observer au plus près
ce que les individus font et la manière dont ils le font, pour reprendre une célèbre formule de Michel Foucault. Je voudrais aussi peut-être faire réagir les trois invités sur cela. Yeah, Alors, je trouve que c'est vraiment un point si intéressant. Je suis ravie qu'on aborde cette question ici maintenant. Et je voudrais relier un certain nombre de fils ici. Vraiment, je pense qu'effectivement, nous sommes proies à deux révolutions à grande échelle dans notre façon de vivre notre vie, en tout cas. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous regardons de si près aujourd'hui toute la partie micro, c'est parce qu'on ne fait plus confiance. On ne fait plus confiance à nos mythes. Vous savez, moi, je fais énormément de travail dans mon livre afin de critiquer et d'analyser ce fantasme qui est de dire qu'il était une fois aux États-Unis, c'était aux années 50. Je ne sais pas à quel moment ça s'est passé ici en France, mais nous, aux États-Unis, pendant les années 50, on avait des communautés soi-disant qui étaient plus fortes. Personne ne se sentait folle. Nos enfants étaient plus heureux. On jouait dans la rue en toute tranquillité. Le pain était toujours frais, jamais moisi. Et je pense que ce moment, cet âge d'or, n'a jamais véritablement existé. Et je pense également qu'afin de comprendre le monde contemporain par rapport au déclin, il faut d'abord mécomprendre qui nous sommes. Et l'une des transformations qui fera en sorte qu'il y aura une révolution, et sur ce point, je voudrais juste dire que vivre seul et être seul, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Et on devrait faire une distinction très très claire entre les deux. Également, être seul et être isolé sont deux choses très différentes. Et on a tendance, nous, parfois, à rassembler, à réunir ces deux points dans nos conversations. Mais un autre point qui constitue une véritable révolution, c'est l'arrivée au pouvoir de ces machines. Et vous savez, ce n'est pas par hasard si ce sujet a été abordé jusqu'à maintenant dans chacune des tables rondes, dans chacune des présentations, parce qu'on n'était pas ici pour parler sur le thème de comment vivre avec les machines. On est là pour parler des individus et de la société. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous avions ce petit compagnon, et c'est si intéressant. Vous savez, moi, je suis vraiment très intéressée par ce que j'ai à vous dire, mais malgré tout, je veux vérifier mes mails. Je vous prie de m'excuser, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus intéressant qui a pu arriver. Excusez-moi, ça, on le voit tous les jours. On vit tous ce problème où nous avons du mal à rester là où nous sommes, dans la réalité du moment. Et parfois, nous sommes tous extrêmement frustrés parce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air d'être plus concentrées sur leur téléphone que sur la conversation avec nous. Et voilà, peut-être que certaines personnes ont envie d'avoir une autre forme d'interaction sociale. Mais nous, on n'est pas très à l'aise. À ce moment-là, on se sent très mal. C'est pas très valorisant pour nous. Et je vais vous expliquer comment on peut réunir ces deux éléments. On a du mal aujourd'hui à comprendre ce que c'est que de vivre une belle vie, une bonne vie. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie qualitative? Et qu'est-ce que c'est que d'avoir une interaction qualitative avec l'autre? Et je vais vous expliquer quelque chose que les gens qui vivent seuls m'ont dit maintes et maintes fois lors de mes entretiens. Ils m'ont dit, et je cite, « Vous savez, les gens dans ma vie sont toujours inquiets. Ils se disent que je dois me sentir seul parce que je vis seul. » Et ces gens-là disent, « Oui, effectivement, parfois je me sens seul. » Et parfois, la solitude, ça fait partie de la condition humaine. On vit tous avec la solitude d'une certaine manière. En revanche, les gens qui ont été mariés une fois, qui sont désormais seuls, certaines de ces personnes m'ont dit, vous savez, il n'y a rien qui vous donne l'impression d'être très seul. Rien de pire que de vivre avec la mauvaise personne. Rien de pire que d'être avec quelqu'un qui ne reconnaît pas pleinement et entièrement que vous êtes là, à ses côtés. Et d'une certaine manière, il s'agit là du problème des machines. Il s'agit aussi de ce problème que d'avoir le bon espace collectif dans une ville, un endroit où tout le monde peut se réunir. On est en train de mettre le doigt sur une partie très profonde de nous-mêmes. Et je pense que mon idée, c'est que nous sommes en train de prendre à bras-le-corps ce genre de questions à l'heure actuelle, parce qu'en fin de compte, il s'agit de se demander qu'est-ce que ça veut dire. La vie, c'est quoi? Vivre, c'est quoi? Et on n'a pas la réponse. Frantonkis. Alors, je voudrais adresser ces deux questions. On parle du commun d'un côté et on parle des pratiques mineures aussi. Et ce concept de tout ce qui est commun est fortement imbriqué en anglais, spécifiquement aux idées britanniques et anglaises de la propriété des biens communs, des biens partagés, bien au-delà des formes juridiques de ce que c'est que d'être propriétaire. Et ces usages, ces termes ont été utilisés au 19e
19e siècle pour parler d'enfermement. Il y a un historien, E.P. Thompson, qui a parlé des commons. Les communes, par le passé, en anglais, voulaient dire l'enfermement. Et ensuite, il y a eu une transformation. Il y a une transformation vers des formes plus capitalistes de propriété et de ce que c'est que d'être propriétaire. Néanmoins, ce concept reste un concept très intéressant, très prévalent lorsqu'on parle de l'espace et de la propriété. Il y a encore pas mal de restes de ce que c'est que c'était les communes par le passé. Ceux d'entre vous qui avez été à Londres ou dans d'autres villes en Angleterre, vous aurez vu des endroits qui s'appellent des commons. Et ce sont, en gros, de grands espaces qui appartiennent à l'État, mais qui s'appellent les commons malgré tout. Donc c'est un espace commun, si je traduis littéralement, qui appartient à tout. C'est un espace qui appartient à tout le monde. Et il y a des terrains à Londres, par exemple, et à Londres, il y a le parc olympique qui a pris la place de ce terrain commun qui, au 19e siècle, était utilisé pour de l'agriculture ou pour garder les bêtes ou pour faire pousser des légumes. Donc la réalité, au-delà de la réalité juridique des commons, de ces espaces verts, a disparu. Néanmoins, l'idéologie de ces espaces verts reste, parce que ce sont toujours des espaces verts, et il est très intéressant d'analyser la politique qui est derrière. Très souvent, on parle aujourd'hui des commons, des espaces virtuels, afin de rendre des sources d'informations disponibles, même si nous savons que ces domaines communs sont sous menace et que tout le monde cherche malgré tout à les enfermer et à les commoditiser, comme le dit Thompson. Et on utilise ce mot aussi, commons, pour parler d'un environnement global, lorsqu'il est compris que les risques ainsi que les coûts sont mutuels ou mutualisés. Nous avons tous un rôle à jouer et nous partageons les risques, même si nous savons qu'en réalité, la géographie ainsi que la vulnérabilité écologique sont réparties de façon assez inégale à travers le monde et même à travers des espaces locaux. Mais ce qui est très important lorsqu'on parle de ce concept, c'est que cela permet néanmoins à certaines personnes de réclamer qu'ils ont des droits par rapport à l'utilisation de l'espace, au partage de l'espace. Et même si nos villes sont régies par des lois, par des règles, on dit que certains domaines appartiennent au public, d'autres appartiennent au privé, nous avons néanmoins cette idée qui dit que la ville est un espace public, un espace commun, common, si on utilise le terme en anglais, mais néanmoins, il est important de réfléchir comment est-ce que ces espaces publics deviennent publics, comme l'a dit Jamel. Et pour revenir à cette question de pratique mineure, question évoquée par Michel, je pense que l'une des raisons pour lesquelles les chercheurs, les théoriciens ainsi que les praticiens sont revenus et ont mis en exergue les pratiques mineures, c'est simplement à cause de l'énormité de certains des processus structurels qui sont en œuvre à l'heure actuelle ou auxquels nous faisons face sur le plan global et sur le plan du développement urbain. Et afin de prendre ces pratiques mineures au sérieux, afin de conférer un certain pouvoir à leurs acteurs, il est très important de penser à leur rôle et à ces pratiques qui permettent aux gens de prendre, d'exiger de l'espace dans les villes. Ces gens qui luttent pour rester là où ils sont, qui luttent à leur manière. Et comme je l'ai dit, les gens utilisent leur propre énergie, mais pas forcément parce qu'ils ont choisi d'utiliser leur énergie de cette manière, mais parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Jamel ? Un mot avant de passer la parole à Gérard Collomb. Le micro, Jamel. Le micro. Oui, je pense qu'effectivement, moi je sais que après mes études d'architecture, je suis allé faire un troisième cycle, donc j'ai commencé un DEA. Et j'ai travaillé beaucoup avec un historien qui s'appelait Bernard Le Petit, qui malheureusement est décédé, et qui était quelqu'un qui était porteur, si je me trompe, un peu de la micro-histoire. Donc qui était un peu le père, je ne sais pas si c'était le père, mais en tout cas c'était un des historiens qui portait un peu cette idée de la micro-histoire. Et je pense que j'étais jeune, j'étais à l'école de hautes études en sciences sociales, j'avais ces cours de Le Petit qui m'a probablement un peu poussé un peu vers cette idée de dire que la question de la micro était tout aussi importante que la macro. Après, moi, en tant qu'architecte urbaniste, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le mineur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quelle manière on articule le mineur avec le stratégique. Parce que
Parce que sinon, on se perd. Parce que nous, notre job, notre boulot, ce qu'on nous demande de faire très souvent, c'est de réfléchir à des projets pour des villes, à des projets pour des territoires. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le feedback entre ces micro-situations, ces micro-territoires, et une vision stratégique. Et que c'est plutôt dans cette relation que l'on peut trouver véritablement le projet. Et que, malheureusement, encore trop souvent, le projet, il se situe dans une échelle intermédiaire qui, d'après moi, il reste une échelle, je vais dire un mauvais mot, mais peut-être réactionnaire. Parce que justement, on nivelle par la moyenne, donc on est un peu dans la réaction. Monsieur le maire, vous venez nous rejoindre. Oui, la route est longue. Circulation, mais la pente. La route est droite, mais la pente est raide, oui. Je pense que tout le monde a été très intéressé, en tout cas moi beaucoup, par les propos qui viennent d'être échangés. Lorsque j'ai lu les textes introductifs qui avaient été écrits par les uns et par les autres, je vais commencer par Eric Kleinenberg sur effectivement l'évolution des villes. Alors je réponds à sa question. J'ai regardé sur Lyon combien il y avait de personnes qui vivaient seules. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 45% de gens qui vivent seuls. Alors, le problème que vous avez posé, c'est un problème, et vous l'avez indiqué dans votre réponse, il y a en fait 3 problématiques. On vit seul, mais on n'est pas forcément solitaire. Et il y a un autre problème qui se pose, celui de la solitude. Et donc, à travers le vocabulaire en français comme en anglais, il y a évidemment, avec des mots qui sont proches, des réalités qui sont totalement différentes. Alors, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls ? Il y a toute une série, en particulier dans la ville. Il y a évidemment toute une série de facteurs. Peut-être le principal est celui qu'indique Jean Viard dans ses livres Penseurs de la ville en France, et qui dit que la révolution majeure, c'est celle du temps. On vit plus longtemps. Et évidemment, lorsque l'on mourait à 40 ans ou à 45 ans, ça donnait une certaine norme de la vie. Parce que, évidemment, on se mariait jeune pour avoir des enfants. Comme on mourait jeune, on n'avait pas le temps de divorcer, ou en tout cas, ce n'était pas suivant les mœurs du temps. Maintenant, il se trouve que comme la vie est longue, on a plusieurs vies à l'intérieur de sa vie très souvent. Ce qui fait que, d'abord, les jeunes, comme vous l'avez indiqué, vivent seuls plus longtemps. Vivre seuls, ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls. Ils sont quelquefois en couple, mais ils vivent dans une cellule de logement qui est différente. Et donc, ils passent des temps ensemble, mais ils attendent avant définitivement, et c'est peut-être l'acte le plus fondamental, que de prendre un appartement commun. Il y a beaucoup de gens qui mettent très longtemps avant de prendre un appartement commun. Et donc, c'est peut-être aujourd'hui, plus que le mariage, ce qui scelle un tournant un peu définitif, mais en fait toujours provisoire,
Monsieur Kleinenberg, on ne répéterait pas vos propos à ma femme ce soir, parce qu'en plus, comme je déjeune avec vous demain, elle croirait que c'est une incitation à des ruptures plus importantes. Donc, il y a ce premier phénomène qui est évidemment le phénomène extrêmement important de l'allongement des durées de la vie. Il y a aussi un phénomène qui est d'ordre économique. C'est-à-dire que dans le cœur des villes est cher. Et comme le cœur des villes est cher, dès qu'on a une famille, on part du cœur des villes. Parce qu'effectivement, c'est de plus en plus cher et donc on est obligé d'aller extérieur. Donc on voit bien sur l'agglomération, sur le cœur de la ville dans l'agglomération lyonnaise, si vous écoutez par exemple les promoteurs immobiliers, ils vous construisent un 2 pièces ou un 3 pièces, jamais plus. Parce qu'effectivement, on trouve des gens avec la capacité d'acheter, avec un pouvoir d'achat qui leur permet de pouvoir avoir ce type de cellule de logement et que les autres, ils sont ailleurs, ils sont en dehors de la ville. Alors après, ça c'est la première problématique. Sur la deuxième problématique que vous abordez au travers de votre réflexion, c'est évidemment celui... alors, est-ce qu'on est solitaire? Je viens de le dire. Non. Est-ce qu'on connaît la solitude dans la ville? Alors peut-être. C'est un autre problème. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la ville qui connaissent une très grande solitude. Vous disiez tout à l'heure, le sociologue essaye d'analyser la société avant de parler, contrairement aux politiques. On essaie quand même de la regarder un petit peu, la société. Et donc, moi, je peux vous dire, pour connaître de manière très pratique, je peux vous dire que la solitude d'un certain nombre de personnes âgées est quelque chose d'assez extraordinaire, qui restent dans leur appartement, dans des quartiers anciens, puisque, comme vous le dites, il y a des sociologies des quartiers. Ils ne sont pas tous pareils. Et par exemple, dans les quartiers anciens de Lyon, qu'on croirait confortables, il y a des solitudes dans les quartiers, dans des immeubles du 6e arrondissement, par exemple, où effectivement, on est sur une ville qui ne s'est pas renouvelée sociologiquement, qui est en train de le faire, mais qui ne s'était pas renouvelée, qui est tout à fait extraordinaire. Alors cette solitude, elle est la solitude physique, elle peut être tout simplement la solitude dans une ville qui est celle, évidemment, de la communication de masse. Vous parliez de la masse d'information qui peut exister dans les villes. C'est vrai que c'est un mouvement perpétuel dans lequel on peut se sentir totalement isolé. Et donc, le problème de la rencontre humaine, au-delà de la communication de masse, des réseaux médiatiques, d'Internet, du portable, etc., c'est quelque chose, évidemment, qui est extrêmement important. Alors, à partir de là, je vais en arriver à ce que dit Jamel Klouch. Moi, je crois effectivement que la ville, c'est effectivement, ça se construit par des ambiances. Et que les villes, c'est d'abord des ambiances particulières. Ça ne veut pas dire que les réseaux, comme il le disait, ne sont pas importants. Ils sont extrêmement importants, évidemment. Réseau de transport, par exemple, désenclaver une périphérie et faire qu'elle redevienne la ville, c'est d'abord mettre un moyen de transport. Parce qu'autrement, vous séparez, et la ville a tendance justement à se fracturer. Le meilleur en exemple, on est quelquefois la région parisienne, où il y a des fractures spatiales de la ville qui sont absolument formidables. Et quand nous, on veut essayer de reconstruire une ville qui ne soit pas le cœur de Lyon, puis la périphérie, la première chose que l'on fait, c'est de mettre effectivement des transports, de refaire la mobilité, parce que moi je crois beaucoup que ce siècle est celui de la mobilité et que, comme on vient de le dire, un ouvrage récent, on est dans l'homobilis, c'est-à-dire qu'on est
dans le monde, effectivement, du déplacement, du mouvement, où on bouge, où on veut repousser ses frontières, ses horizons. Par exemple, moi je suis totalement en désaccord avec des formules qui quelquefois étaient employées à l'intérieur de mon agence d'urbanisme, qui était la ville des courtes distances. Il fallait qu'il y ait tout autour de chez soi. Non, parce qu'à ce moment-là, on se ferme totalement. Il faut avoir autour de chez soi, mais il faut être capable d'aller ailleurs. On a envie d'aller voir d'autres quartiers, parce qu'autrement, à nouveau, le quartier, ce qui n'est pas la ville, à mon avis, enferme. Il n'y a qu'à voir le pavillonnaire qui est un peu dans la troisième couronne, comment effectivement ça enferme totalement les gens. Donc, il faut rétablir ces communications. Alors après, construire la ville. Je crois que Jamel Klouch a raison. La ville, ça ne peut pas se construire comme quelque chose de définitif. D'ailleurs, ce qui fait le charme de la ville en général, c'est qu'elle se reconstruit sur elle-même. Par exemple, par rapport au quartier des années 60, qu'est-ce qui fait que ces quartiers, tout d'un coup, se sont enquistés? C'est parce que pendant un grand nombre d'années, ils ne se sont pas reconstruits. Regardez dans la ville ancienne, ça bouge tout le temps. Il y a toujours un endroit où la ville est en train de se détruire, de se reconstruire. Elle se refabrique toujours. Ça veut dire qu'il faut essayer de ne pas avoir des plans qui soient totalement cadrés, et donc qu'on laisse ces possibilités d'évolution. Sur le quartier de la Confluence où nous sommes, il se trouve qu'il y avait eu des grands architectes avant que je n'oriente un changement de construction. C'était des très grands architectes. Bouygas et Melot, très grands architectes, mais qui avaient fait un projet où ils avaient dessiné de manière globale 1 million de mètres carrés, où vous aviez pratiquement jusqu'aux porte-fenêtres de dessiner. Ben ça, effectivement, ça ne marche pas. Et lorsque nous avons fait venir un urbaniste, on a choisi François Gréter, qui disait « Attention, ce projet, il va se faire sur 20 ans, et on ne sait pas aujourd'hui ce que seront ni les révolutions technologiques, ni les modes de vie dans 20 ans, et donc il faut se donner des grandes orientations, mais en même temps de la souplesse pour construire la ville. » Et il a raison. Lorsque l'on a commencé ce quartier, on était par exemple sur un point dont on discutait tout à l'heure avec vous, sur le plan de la ville durable. On était dans la haute qualité environnementale, programme concerto européen déjà élaboré. Aujourd'hui, on est en train, sur la deuxième phase, de construire la ville à énergie positive, où les bâtiments vont pouvoir émettre sur les réseaux, où on n'a plus la conception verticale EDF qui donne à un seul distributeur, mais où effectivement tout ceci se met en synergie. Changement tout à fait considérable. Le problème des modes de vie aujourd'hui, ce que vous dites sur, par exemple, le problème des ménages isolés. Nous, notre problématique, c'est de pouvoir construire, justement, suivre ces analyses sociologiques. Et on est en train de faire, par exemple, des appartements aujourd'hui qui peuvent se déconstruire suivant le temps. C'est-à-dire où on peut passer à un moment donné du 5 pièces aux 2 pièces, où on peut recomposer, et donc dans la construction globale du bâtiment, on puisse effectivement recomposer dans le temps, en fonction des évolutions, la cellule de logement qui est plus aussi figée qu'elle n'était dans le temps. Après, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Eh bien, je crois que la ville, c'est le choix des possibles. Moi, je suis un fan de la ville, autrement je ne serais pas maire de Lyon. Donc, je pense que l'air, comme on le disait, l'air de la ville rend libre. C'est vrai que ce qui change la ville par rapport au village, à la ruralité, c'est que dans la ruralité, vous n'êtes pas libre. Vous avez le poids des contraintes, des gens qui vous regardent, etc. Et dans la ville, d'une certaine manière, vous retrouvez des libertés. Et donc, nous, le problème qu'on a à tenir en compte, c'est à la fois de permettre ces libertés de choix et de rendre toutes les possibles, effectivement, possibles. Faire qu'il y ait des choix.
qu'à un moment donné, on puisse choisir un peu ses modes de vie et provoquer l'espace du hasard et de la rencontre. Ce qui est bien dans la ville, quand c'est la ville, c'est que quand je marche dans la ville, je peux, en fonction de mon humeur, en fonction de l'emploi du temps, etc., que je n'aille pas sur le même chemin et que ma journée se passe différemment de ce que j'avais imaginé, que les rencontres soient possibles. Favoriser ces lieux de rencontre, c'est quelque chose évidemment d'essentiel. Et donc, comme le disait Jamel Clouche, l'espace public est quelque chose d'important. Il avait tout à fait raison tout à l'heure. C'est-à-dire que le beau logement, c'est pas simplement celui qui a la plus grande surface, c'est celui qui est le mieux relié à un espace public ou commun. Le mot commun est bien, je dirais pourquoi tout à l'heure, un espace commun qui est valorisant. Parce que vous êtes aujourd'hui, on le voit bien, la grande transformation de Lyon, c'est au cours de ces 15 dernières années, c'est d'avoir fait des espaces publics un peu partout assez extraordinaires, où effectivement ce sont des espaces communs, ils appartiennent à personne, enfin, sauf pour un point, il faut quand même les entretenir, c'est là où ça redevient un peu public, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui assure effectivement l'entretien de ces espaces. Donc, essayez de favoriser la rencontre pour que la ville ne devienne pas solitaire. C'est effectivement l'aménagement, c'est des ambiances. Ce qu'on est en train de faire sur la Part-Dieu. La Part-Dieu aujourd'hui, c'est un lieu de passage. On y vient pour prendre son train, on y vient pour aller au bureau, on y vient éventuellement même pour aller dans un grand équipement. On va à l'auditorium, on va éventuellement au hall Paul Bocuse, mais il y a peu de lieux où on a envie, sauf peut-être ce dernier, où on a envie de rester. On ne se donne pas rendez-vous à la Part-Dieu, sauf pour prendre le train. Et donc, ce qu'on essaye de reconstruire, justement, c'est que ce lieu, qui est un lieu de passage, mais pas de rencontre, redevienne un lieu de rencontre où on a envie d'aller. Donc ça, c'est une première façon de construire la ville. Je pense ensuite qu'une deuxième façon, c'est évidemment de provoquer la rencontre par l'événement. Je pense que c'est là où l'espace culturel est tout à fait fondamental. Et donc, quand, par exemple, on développe à Lyon des politiques événementielles qui sont des politiques fortes, au travers, je sais pas, moi je pense par exemple au défilé de la danse, c'est quelque chose de formidable, parce que les gens se rencontrent, communient dans une espèce de ferveur commune. C'est la même chose pour la fête des Lumières, on est autour du beau, on communie ensemble, et ce qui fait une certaine harmonie. Moi, ce qui me frappe pour les fêtes du 8 décembre, c'est qu'il y a 4 millions de personnes qui sont dans les rues de Lyon en l'espace de 4 jours, et on n'a jamais aucun incident, aucun problème. Aujourd'hui, les problèmes de sécurité sont des problèmes qui apparaissent comme fondamentaux. On a 4 millions de personnes dans la rue et il n'y a jamais de difficulté majeure. Parce que les gens sont dans un projet, dans une joie de vivre ensemble. Il y a un partage de la ville et donc c'est quelque chose de fondamental. Puis ensuite, essayez de faire ce que vous disiez un peu les spectacles locaux. Nous, on a une sorte d'événement l'été qui s'appelle Tout le monde dehors. Et on essaye de faire que dans chaque lieu de la ville, il y ait des événements. Mais en même temps, on ne veut pas en faire du localo-localiste. C'est-à-dire, c'est pas quand même la fête étriquée. C'est-à-dire que chaque fois, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un grand artiste, un grand musicien, etc., de manière à ce que ça soit à la fois populaire, localiste, mais en même temps un peu élitiste. C'est exactement ce que fait Guy Walter, d'ailleurs, faire en sorte que des événements comme ceux-là deviennent des moments de rencontre, et ça, c'est important. Voilà, je pense que... la ville, c'est beau. Moi, j'adore la ville. Parce que c'est extraordinaire. C'est pas... vous voyez, aujourd'hui, on est, à mon avis, une époque de renouveau des villes. Il y a eu le XVIe siècle, grande période des villes, où effectivement toutes les villes italiennes ont fait à la fois développer le commerce, l'économie, mais où en même temps elles ont fait surgir
des artistes, elles ont fait surgir des penseurs, où elles ont engendré l'humanisme sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Puis après, petit à petit, elles se sont effacées et d'une certaine manière, l'État-nation a pris le rôle des villes. Et aujourd'hui, on est à nouveau en train de revivre dans cette économie globalisée la réémergence des villes. Et on sait bien, on a tous, et quand on évoquait Dostoïevski dans le texte que vous disiez, on a tous un imaginaire. Quand on pense, par exemple, New York, on pense à une ambiance. Quand on pense à Londres, on pense à une ambiance. Et les villes, d'ailleurs, qui réussissent sont celles qui, justement, savent recréer des ambiances. Berlin, aujourd'hui, est en train de réapparaître sur la scène internationale parce qu'il y a une ambiance à Berlin. Et donc, c'est ça, être capable de produire en même temps du lien entre les gens, puis en même temps de donner une image au monde. Merci Gérard Collomb. Pour cette réaction engagée et impliquée d'un amoureux des villes. Des questions du public. Les micros, s'il vous plaît, là-bas. Oui, oui, allez-y. I'm going to speak English. Alors, je vais parler en anglais, si vous voulez bien. I have questions for je vais parler en anglais parce que moi, j'ai une question et pour Fran et pour Eric. Alors, personnellement, j'ai vécu aux États-Unis pendant sur une période de 4 à 5 ans. Et de retour en France, j'ai beaucoup de mal à ajuster. J'essaie de trouver, je cherche le silence dans la ville. Je cherche le silence afin de pouvoir étudier. Je me rends dans des cafés et dans des restaurants et je cherche à étudier lorsque j'y suis. Et c'est quelque chose qui est difficile. Je le fais et à Paris et à Lyon. Alors, voyager également est difficile. Prendre le métro ou prendre le tram. Les gens parlent très très fort et la sonnerie des téléphones portables retentissent en permanence et on entend tout le temps les gens qui écoutent de la musique fort. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous concernant les moyens de communication technologique, ces moyens de communication qui sont en train d'isoler les gens. Je vis seule également, je dois dire. Et cela m'isole de plus en plus. Et j'ai l'impression ou le sentiment que le développement de la haute technologie ou de la technologie tout court, c'est quelque chose qui isole les gens de plus en plus, qui les enfonce de plus en plus dans leur solitude. Et moi, je me suis demandé, est-ce que vous pensez que cela va s'empirer, que ça va être de pire en pire, en particulier dans les villes? Deux autres questions et vous proposez de répondre à... Oui, monsieur. Oui. Oui, moi je voulais faire deux remarques. Je regrette qu'on n'ait pas parlé des travaux de Castel. Et pour moi, l'urbanisme, la grande question de l'urbanisme, c'est la question sociale. C'est du vivre ensemble, c'est du partage, et surtout en temps de crise où il va falloir vraiment s'autonomiser ensemble pour essayer d'amortir les conséquences de cette crise. Ensuite, j'aimerais poser une question à Monsieur Collomb, maire de Lyon. Qu'est-ce qu'il pense je vais mettre ma question sous une autre forme. Pensez-vous pas que la démocratie participative à l'échelon local peut relancer la dynamique citoyenne? Question peut-être. Une dernière question. Oui, je vous en prie. Allô.
Alors, la question que je voudrais poser est pour Eric Klinenberg. Alors, vu que vous décrivez le vivre seul ou le going solo comme étant une situation confortable, surtout pour les plus jeunes, les jeunes membres de la population, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que cette génération, la jeune génération, justement, va vieillir seule? Et est-ce que vous pensez que ce phénomène va devenir de plus en plus répandu, surtout pour les plus jeunes, pour les jeunes qui ont les moyens financiers de vivre seuls? Merci pour ces questions. Je vais essayer d'y répondre, ou en tout cas de répondre à un certain nombre de ces questions. Alors, le vivre seul devient de plus en plus répandu, effectivement, pour les jeunes adultes. C'est tout à fait vrai. Il y a une partie de la vie auquel les sociologues font référence aujourd'hui comme étant la deuxième ou une deuxième adolescence. C'est une période où petit à petit, on peut devenir adulte, où on peut vivre ce que c'est que d'être indépendant. Et c'est quelque chose, comme l'a dit le maire, qui était impossible auparavant lorsque la vie était plus comprimée ou compressée. Mais on ne devrait pas se tromper, on ne devrait pas s'imaginer que parce que les gens vont vivre seuls pendant plus longtemps au début de leur vie, que le mariage est terminé. Ce que l'on voit en réalité, c'est que la grande majorité des personnes vont bien se marier, encore plus de personnes vont cohabiter, vont habiter donc avec une autre personne. Il est très peu habituel que quelqu'un vive seul pendant sa vie entière. Cela arrive, mais c'est très très rare. Ce qui est beaucoup plus répandu au jour d'aujourd'hui, c'est une situation où les gens déménagent, quittent une situation pour en trouver une autre, et ce, avec énormément de fluidité. On vit seul un moment, puis on vit avec quelqu'un, puis on revit seul, on revit seul, on revit avec quelqu'un d'autre. Et ce que cela veut dire simplement, c'est que pour chacun d'entre nous, en tant qu'individu, nous faisons face à un ensemble de choix. On peut choisir comment nous voulons vivre notre vie. Et c'est quelque chose qui est exhilérant, qui est fabuleux d'un certain côté, parce qu'on peut exercer un certain contrôle, mais c'est aussi quelque chose qui est terrifiant, parce qu'on ne sait pas réellement comment vivre. Est-ce que notre relation avec une autre personne est tellement bonne qu'on veut vivre avec la personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on doit s'installer parce que le temps passe, les années passent, ou est-ce qu'on devrait vivre seul? L'horloge biologique. Vous savez que ce sont des questions très difficiles, et les générations précédentes n'avaient pas à gérer, à répondre à ces questions, mais nous devons, vous deviez y répondre. Ensuite, est-ce que nous sommes plus seuls que nous ne l'avons jamais été par le passé? Et est-ce que nos villes nous rendent plus seuls? Vous savez, les gens ont commencé à dire qu'on est plus seuls aujourd'hui que nous l'avons été, et ce, il y a 200 ans. Ces arguments ont vu le jour il y a 200 ans. Et régulièrement, on trouve des livres qui sont des best-sellers qui disent « nous sommes très très seuls maintenant, plus que jamais ». Et la raison, on dit en général que c'est à cause de la ville, à cause des médias et tout un tas d'autres choses. On a du mal à le dire. Bon, il y a des sociologues qui réalisent des études qui mesurent la solitude, le degré de solitude, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve comme quoi nous sommes plus seuls aujourd'hui que par le passé. Nous sommes tout aussi seuls que nous l'avons toujours été, et nous sommes tout aussi sociables ou investis dans la vie sociale que nous l'avons toujours été. Mais vous allez peut-être dire, oui, mais les études, ça ne permet pas de gratter en dessous de la surface, d'arriver à la vérité vraie. Et le genre de solitude qui m'intéresse véritablement, et c'est de cela que j'ai parlé, c'est ce problème le problème que l'on a en tant qu'individu dans notre vie en société, où on est moins qu'intégré. Parce que, par exemple, la personne avec qui on est regarde sa machine, ou la personne avec qui on est tout le temps en train de s'interroger quant aux autres possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vivre dans un monde et on peut changer de canal si on veut, ou on peut téléphoner plutôt que d'écouter la conversation. On peut passer à une autre réunion. Et on vit dans la confusion. On a des choix à faire en permanence. Et je pense véritablement que là où nous avons du mal, c'est de vivre le présent, le moment présent, et de l'accepter pour ce que c'est. Et c'est effectivement une expérience très aliénante. Peut-être Gérard Collomb sur la démocratie locale, et puis Fran Tonkis, y compris sur la réponse concernant la question sociale, puisque je crois qu'en fait vous avez abordé cette question-là. Gérard Collomb. Sur les problèmes de démocratie participative, je répondrai bien évidemment à la question, mais je veux commencer à répondre
L'autre jour, j'écoutais quelqu'un, c'était un institut qui regroupe un peu tous les acteurs de la ville, qui s'appelle l'Institut Palladio. Et ils avaient invité un philosophe qui avait une double culture, à la fois spécialiste, on va dire, de la Grèce et de Rome, puis en même temps spécialiste de la Chine. Et il disait ce qui constitue la différence fondamentale entre notre conception de la ville et ce qu'elle est dans la pensée chinoise, c'est qu'au cœur de l'agora, au cœur de la ville grecque, il y avait l'agora, au cœur de la ville romaine, il y avait le forum, et que c'était des lieux qui étaient politiques par excellence, le mot politique venant de police, évidemment. Donc, fondamentalement, oui, il y a la ville est politique au sens noble du terme, et donc le citoyen doit pouvoir s'exprimer dans la ville et travailler sur les sujets. Alors, on est dans une espèce d'interaction entre à la fois les réflexions des citoyens, qu'il faut amener évidemment à ne pas se contenter de penser juste ce qui est derrière chez eux, parce qu'autrement c'est le phénomène NIMBY qui n'est pas très intéressant, mais en même temps passer de la réalité locale, ce que disait tout à l'heure Jamil Clouche, le rapport entre le micro et le macro, entre les projets très locaux et les projets très importants, est toujours fondamental, et y compris sur les grands projets, vous avez toujours besoin de l'expertise de l'usager, parce que l'expertise de l'usager est fondamentale. Moi, je vois bien, lorsque vous présentez un certain nombre de projets, vous avez des architectes compétents, on espère que les techniciens de nos villes sont compétents, puis vous avez quelqu'un qui est dans une assemblée locale qui vous dit « Oui, mais est-ce que vous avez pensé ?» Et lui, il a l'usage de la ville et il voit derrière ce que vous allez faire ce qui va ou ce qui ne va pas et comment ça va fonctionner dans l'usage. Évidemment, la problématique d'une ville, c'est qu'il ne faut pas que ça soit bien juste le jour de l'inauguration, il faut que ça puisse fonctionner dans le temps, et l'épreuve de ce qui est réussi ou de ce qui ne l'est pas, c'est effectivement le temps. Je vous remercie. Oui, je voudrais formuler un commentaire sur le travail de Castel en fin de compte, parce que effectivement, je n'ai pas parlé de Castel. Il est vrai que Castel était sociologue. C'était un sociologue de la ville, et ensuite c'est devenu un sociologue différent dans sa condition presque post-urbaine. Mais vous avez entièrement raison quant à son travail récent, surtout cette étude à grande échelle qu'il a réalisée en Catalogne suite à la crise, qui puise dans toutes ces économies solidaires qui ont vu le jour et qui se sont perpétrées à travers des réseaux de familles, d'amis et d'amitié. Et il voit des résultats très frappants. Toutes ces personnes qui ont pu prêter de l'argent à des personnes qui n'avaient aucun lien précédemment. Toutes ces personnes qui ont réalisé un travail non rémunéré pour s'occuper des personnes âgées, pour faire des travaux tels que le ménage ou tels que le jardinage, pour leurs voisins, pour leurs amis et pour leur famille plus étendue. Véritablement, c'est une partie très significative de la population qu'il a évaluée et analysée. Et on ne peut pas imaginer que tout le monde a menti à ceux qui posaient les questions afin de donner une très bonne impression d'eux-mêmes. Donc, si on regarde les castels urbaines qui étaient intéressés par ces mouvements, moi, ça me permet de dire qu'il faudrait vraiment réfléchir sérieusement aux espaces, aux endroits, afin de les personnaliser plutôt que de parler de flux, de réseaux en permanence. Vous avez posé la question, est-ce que les choses vont s'empirer? J'espérais que Eric allait répondre à cette question après moi, parce qu'il est optimiste, parce que moi, je pense que je suis très certainement un peu plus pessimiste, voire beaucoup plus pessimiste que lui. Mais je pense que l'une des choses véritablement qui a changé et qui est en train d'être érodée et endommagée, c'est quelque chose qui est lié à la qualité de la solitude dans les lieux
public. Vous avez dit à quel point il est très difficile de trouver un endroit calme, tranquille dans la ville pour pouvoir étudier. Et ça, vraiment, c'est une expérience très poignante, je pense. Et c'est une expérience que beaucoup d'entre nous allons reconnaître. Parce qu'il est vrai que nous avons l'impression que nous n'avons pas encore mis en place les conventions qui nous permettent d'être ensemble avec toutes ces choses que nous avons développées pour nous permettre d'être ensemble dans les espaces publics par le passé. Simmel fait référence à l'attitude blasée dans la ville et c'est une attitude que lui trouvait comme étant quasiment hostile, presque agressive, cette approche défensive par rapport à l'autre dans la ville. Mais je pense qu'il y a d'autres façons plus fonctionnelles d'y penser. Gottman, par exemple, parlait des approches d'inattention civile, c'est-à-dire on ignore consciemment la présence de d'autres personnes au café, mais de façon polie, c'est-à-dire qu'on laisse aux gens le soin d'être qui ils veulent être. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons redévelopper. Il y a des conventions qui doivent être redéveloppées. Comment être seul dans les lieux publics, dans ces lieux que nous fréquentons tous, tels que les systèmes de transport en commun et dans les cafés, par exemple. Parce que effectivement, pour moi, parler au téléphone portable dans un café, ce n'est pas seulement la version actuelle que d'écrire une carte postale dans un café. Il y a des façons très différentes d'interagir avec les gens qui partagent le même espace que vous. Mais les acteurs sociaux, les êtres humains, sont des acteurs compétents et finissent par trouver les meilleurs moyens d'interagir ou d'être ensemble. Donc, je suis convaincue qu'on pourra développer ces nouvelles façons cette nouvelle étiquette sociale, en quelque sorte. Merci. Frank Tonkis, le nom d'Irving Goffman a été prononcé, donc je pense qu'on peut sereinement s'arrêter là, parce que c'est vrai que à de nombreuses reprises, on pouvait penser à lui et se demander ce qu'il ferait de la façon dont ces interactions ont évolué du fait des technologies aujourd'hui. Je vous remercie tous, Monsieur le maire, Gérard Collomb, Frank Tonkis, Eric Kleinenberg et Jamel Clouche, et puis Michel Lusseau. J'en profite pour remercier à mon tour la Villa Gilet d'organiser tout ça et dire à quel point Libération a été heureux de s'associer à Mode d'emploi. Merci à tous.